Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite cordialement la bienvenue pour la 9e conférence de Konrad Adenauer consacrée au sujet du rôle de l'Allemagne en matière de politique sécuritaire internationale. Aujourd'hui et demain, on aura deux centres de gravité qui nous préoccupent. Les expériences avec la mission en Afghanistan, 20 ans après 9/11, et puis les perspectives de la coopération transatlantique après le changement de gouvernement aux États-Unis. Eh bien, cette politique sécuritaire peut se dérouler à nouveau. C'est un grand plaisir avec un discours consacré au sujet des perspectives en matière de politique sécuritaire. C'est Monsieur Armin Laschet, le ministre-président de la Rhénanie-Nord-Westphalie, qui parlera et Madame Sauerbroch, la rédactrice en chef du Tagesspiegel, va animer le débat pour que, après le discours, on puisse approfondir. Je vous prie de bien vouloir tenir compte du fait que, vu le temps, on ne pourra pas s'occuper de tous les détails. Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Johann Gottlieb Fichte. J'avoue, cela fait un moment qu'il est mort. Il n'a jamais occupé le poste d'un ministre-président. Il n'a jamais été un candidat de la chancellerie. Cependant, c'est un représentant important de l'idéalisme allemand. C'est de lui que provient la phrase célèbre: chaque image d'horreur va se dissiper lorsque on regarde l'image de manière fixe. Voilà la différence principale entre la philosophie et la politique. Pour la philosophie, eh bien, c'est une contribution importante pour venir à bout d'un problème, l'identifier, faire face à cela, l'assumer. Après, bon, finalement, pour vraiment l'assumer, ce n'est pas suffisant. Il faut à cet égard trouver des conclusions opérationnelles pour que ça ne soit véritable, que ça ne soit pas tout juste ce que l'on imagine, mais véritablement des choses qui font peur pour qu'on puisse les assumer, pour qu'on puisse y faire face. À cet égard, nous sommes ravis d'écouter des propos à cet égard. Merci Norbert Lammert, chers participantes, chers participants de notre conférence de la Fondation Konrad Adenauer. C'est pour moi un grand plaisir de pouvoir parler ici aujourd'hui. La Fondation Konrad Adenauer, c'est un lieu de l'analyse politique, de l'échange. On connaît la Fondation par rapport au fait qu'elle a un engagement mondial, donc c'est le bon endroit pour se faire quelques idées de base par rapport aux défis qui vont nous accompagner d'ici l'avenir. L'objectif de la politique étrangère de l'Allemagne, c'était toujours de chercher la paix, la liberté, le bien-être et la liberté pour les êtres humains en Allemagne, en Europe. Eh bien, les conditions préalables nécessaires à cet égard ont connu un changement. Et le changement d'époque, permettez-moi de faire 5 remarques par rapport à cela. Première remarque, changement d'époque, ça se répercute dans un changement du dynamisme en Asie. L'essor de Chine, ça n'en est qu'une seule facette, mais rien que ça, c'est déjà suffisant pour que la constellation par rapport au pouvoir connaisse un changement. La Chine, c'est un concurrent, c'est un partenaire et les liens avec la Chine, eh bien, dans le cadre de notre discussion, vont préoccuper une place importante. Nous vivons de nouvelles technologies qui prennent place dans notre vie quotidienne. Et cette avancée technologique, cela ne modifie non seulement la vie à nous tous, mais aussi la politique internationale. Les puces d'un ordinateur, d'un coup, ce n'est pas juste une marchandise de masse, mais cela joue un rôle stratégique. Une usine automobile est mise en arrêt parce que il y a une pénurie de puces, ne sont pas disponibles. Donc, la disponibilité de ressources, ça va devenir un élément important de la politique de l'extérieur. Le droit international, des fois, est bafoué
Et on voit des soucis à cet égard. Et aussi dans les démocraties occidentales, on a maintenant des influences du populisme. Nous, on a toujours défendu des principes qui maintenant sont remis en question. Dans le Capitole, cet homme qui y a fait du mal, c'est devenu un symbole du mépris pour la démocratie. Donc, nous avons des États autoritaires et aussi par rapport à notre système de valeurs occidentales, on remet en question tout ce qui a pu exister pendant 70 ans. Et puis, le virus corona a finalement causé une polypandémie, comme on a dit lors de la conférence sécuritaire de Munich. Il y a la crise sanitaire et après, c'est une crise multicouche qui va bien au-delà de la simple épidémie sanitaire. Corona met terme à des avancées en matière de développement, notamment les phases ultérieures de la pandémie. Cela affecte ceux qui sont socialement parlant défavoris. On observe les développements en Inde. Il faut que tout chacun sache. On ne peut seulement avoir de la sécurité si on arrive à combattre cette pandémie de manière mondiale. Les murs, les frontières, les idées de s'isoler, cela ne protège pas d'une pandémie. Et puis, cinquièmement, notre approche en matière de politique de l'extérieur. Voilà, il s'agit là de la défense de la liberté et protection climatique, ce jugement du tribunal constitutionnel, cela également préoccupe la politique, les droits de liberté d'une génération à venir qui, par rapport à la génération actuelle, eh bien, il faut qu'on trouve une réponse qui permette de faire perdurer les droits de liberté. Donc, combattre le changement climatique, ça reste une tâche globale et maintenant, en sus d'une politique de l'extérieur qui aura maintenant aussi pour focus ses affaires climatiques. Alors, découle de cela la question de savoir comment s'y prendre en Allemagne pour réussir ce changement d'époque. Tout d'abord, il faut avoir la bonne volonté de vouloir forger la politique extérieure. Donc, les débats en interne, ça ne doit pas simplement concerner des problèmes en interne, mais de manière stratégique, on doit parler de la politique internationale et des effets que ça peut avoir sur notre pays. Il faut qu'on essaye de trouver des solutions à cet égard. On voudrait faire en sorte que notre pays soit leader par rapport aux nouvelles technologies, devienne plus résilient contre les chocs externes, les pandémies, les attaques, les cyberattaques. On voudrait que ça soit une décennie de la modernisation pour qu'on reste capable d'agir sur la scène mondiale. Pour la politique de l'extérieur, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une approche plus stratégique. On ne peut pas seulement réagir par rapport aux crises, mais il faut prémunir, agir avec prévoyance. À cet égard, il nous faut des nouvelles méthodes de travail. Il nous faut une architecture sécuritaire modifiée qui permet d'anticiper, d'avoir cette approche d'anticipation, mondialisation, tout cela fait que les limites entre les défis non militaires et militaires s'effacent et aussi les limites s'effacent entre la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Souvent, aujourd'hui, on répond par des sanctions économiques lorsqu'il y a des violations du droit international. Mais voilà, il y a des points faibles par rapport à la politique sécuritaire. Les nouvelles technologies connaissent de nos jours aussi une utilisation militaire. Lors de la pandémie, on a vu que aussi les situations non militaires puissent mettre en péril notre sécurité. Par rapport à tous ces faits, il faut que les institutions réagissent, que l'on en tienne compte par rapport à notre architecture
infrastructures sécuritaires. Il faut que cela soit relié en réseau. Il faut qu'on y parvienne et c'est notamment possible si le Conseil de sécurité fédérale soit agrandi et devienne un Conseil national de sécurité qui soit finalement ancré au Conseil national et les différents services d'information doivent également être intégrés. Lorsqu'on parle de sécurité interne, lorsque une pandémie le rend nécessaire, il faut que les différents pays soient là. Donc, le Conseil en matière de sécurité que l'on a ne suffit pas. Il faut qu'on en ait un Conseil qui puisse engendrer plusieurs niveaux à la fois et analyser la totalité de la sécurité. Voilà, sécurité en réseau, on a besoin que ça soit fait d'un seul jet, justement parce que les défis sont de plus en plus complexes. Donc, il faut qu'on soit à même de prévoir les choses de manière prévoyante. Il faut qu'on formule les différents défis, la coopération en matière de développement, le commerce extérieur, la politique sécuritaire externe et la politique de l'extérieur européenne. Une tâche de ce Conseil de sécurité nationale, c'est d'abord de présenter une stratégie nationale. Il faut que tout le gouvernement se mette d'accord là-dessus et il faut que le Parlement en discute. Une telle stratégie sécuritaire nationale lors de la première année d'une législature, cela doit être présenté. Lors de la troisième année, cela doit être remis à jour. Il faut qu'il y ait une participation parlementaire et que ça permette d'avoir un débat public large. Le prochain point important, c'est l'Europe. L'Europe doit être à même de réussir sur la scène politique internationale. Y parvenir, ça veut dire que l'on doit apparaître de manière unie, être capable de développer une position conjointe. Par ailleurs, s'il n'y a pas tous ceux qui participent, mais ceux qui veulent participer, il faut qu'ils aient la possibilité d'avancer sans les autres. Le contrat d'Aix-la-Chapelle a jeté les bases pour une telle manière de faire. Deux pays se mettent d'accord à ce que par rapport à de nombreuses activités internationales, ils vont se concerter. Ce moteur européen, franco-allemand, il faut qu'il soit ouvert pour intégrer tous les autres qui souhaitent s'engager, bien plus que les contrats actuels le permettent. Lorsqu'on parle de la sécurité en Europe, on parle aussi d'un non-État membre, d'un État non membre de l'UE, mais importante, la Grande-Bretagne. Il faut trouver un nouveau lien avec la Grande-Bretagne, notamment lorsqu'il s'agit des questions sécuritaires, parce qu'il siège encore dans l'OTAN, dans l'Alliance transatlantique. Donc, c'est un partenaire important également pour l'Union européenne. Alors, comme la présidente de la Commission l'a dit, lorsque le langage du pouvoir soit celui utilisé par l'Europe pour faire valoir la propre influence, eh bien, si on veut y parvenir, il faut les instruments du pouvoir adéquats. Donc, il faut des projets européens conjoints, il faut les approfondir. On a besoin des capacités militaires. Il faut que l'on soit à même de préparer le terrain pour tout cela. Il faut que l'on ait une structure qui permette de s'en servir. Nous avons besoin d'une politique sécuritaire engagée, compromise, qui, de par chaque État membre, de par chaque gouvernement, aussi, voilà, cela crée des défis pour la politique intérieure. Il faut aussi que l'on soit à même de prendre des décisions après sur la scène internationale. Et ce qui est décidé, il faut que l'on accepte les décisions prises et façonner tout cela, c'est une tâche importante. Puis, c'est la place que l'on occupe dans le monde. Un nouveau président américain, très souvent, et parle de like-minded democracies, des démocraties qui ont un peu la même orientation, donc les partenaires des deux côtés de l'Atlantique qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent la manière de voir la liberté, la démocratie,
Et donc, il faut qu'ils puissent à nouveau agir ensemble dans le monde. Au cours des dernières années, cela était devenu très difficile et ce sera une tâche à accomplir dans les années à venir, permettre la coopération entre les démocraties qui ont la même orientation. Tous ceux qui partagent notre vision de l'homme, du monde, sont les partenaires. La place de l'Europe, c'est aux côtés des États-Unis, c'est aux côtés du Canada. Et il nous faut une réanimation, il nous faut de nouveaux sujets, il nous faut un nouveau dynamisme de l'Alliance transatlantique, il faut un espace de libre commerce. Voilà, il y a cette ambition-là et aussi une politique conjointe en matière de climat et de l'extérieur. John Kerry nous a rendu visite à Berlin. Et lorsque je lui ai parlé, j'ai senti le dynamisme, à quel point maintenant aux États-Unis, on essaye de s'occuper de cela. Donc, un qui est chargé de cela, qui parle avec la Chine, avec la Russie, avec tous ceux donc, qui sont décisifs. Il essaye de créer des nouvelles alliances et en dépit de toutes les différences qui existent aussi en matière de sécurité, il essaye de trouver des liens en commun. Il y a les différents autres acteurs, marchés financiers, ils essayent de tenir compte de tout cela et il faut que l'Europe, par rapport à cela, participe également à la structure. Donc, la politique sécuritaire est concernée. Notre position dans l'Alliance occidentale est connue et par rapport à l'exemple de John Kerry, oui, j'ai dit dans ce contexte, la Russie peut être un partenaire en ce sens, mais il faut que l'on dise là où il y a une violation des règles internationales, il faut que l'on montre à la Russie où sont les limites. Si on bafoue la loi internationale, ce qui, d'après la charte de Paris, n'est plus accepté, eh bien, tout ça, ce n'est plus acceptable dans l'Ukraine aussi. C'est important, c'est que Russie doit retourner vers le format de Normandie et doit faire sa contribution pour qu'on puisse résoudre les problèmes qui existent de manière pacifique. Et les États baltiques qui ont un autre défi à relever, ont une autre manière de se sentir menacés, eux aussi, ils méritent la solidarité de l'Europe. Nos alliés, ils ont le droit d'apprendre de tout chacun qui souhaite se porter candidat pour devenir chancelier de la République fédérale si il prend les besoins en matière de sécurité en sérieux et celui qui se tait par rapport à cette question au lieu de s'engager clairement pour l'Alliance, eh bien, il ne remplit pas les engagements que l'on attend de la part d'un chancelier. Aussi, cet objectif de 2% de l'OTAN, cela a été accordé. C'est l'objectif qui nous rend capables, qui nous permet d'agir. Donc, s'engager en ce sens par rapport à cette obligation internationale, il faut qu'on attend cela de toute personne qui se porte candidat pour un poste clé en République fédérale d'Allemagne. J'ai parlé de la politique sécurité de la politique de l'étranger. Il faut qu'on combine cela avec les mécanismes que l'on a au niveau européen. Le Green Deal, l'échange de quotas doit être complété de par la politique climatique de l'extérieur. Et souvent, on s'est plaint, des fois on était optimiste, des fois on était pessimiste par rapport à ce projet de la Chine, de la route de la soie. Cela représente deux aspects. Il peut y avoir un échange de biens, mais cela crée aussi de la dépendance. Et éviter les dépendances ou créer des
champ de la coopération. Ça, c'est une opportunité qui existe pour l'Union européenne avec l'initiative CleanTech. Cela nous donne la possibilité de faire en sorte que des technologies modernes, des standards puissent être définis et cela nous permet d'avoir des nouveaux partenaires et voilà notre modèle économique et notre modèle de l'homme. On peut faire en sorte que d'autres doivent également y adhérer. Donc, en Europe, on doit devenir actif, on doit faire sa contribution pour comment sera façonné le monde. C'est ça la tâche qui nous attend à l'heure actuelle. Voilà, cela m'amène à mon prochain point. Comment est-ce que ça peut se faire, notamment la technologie en matière de l'hydrogène? C'est une contribution importante pour que les pays industriels, dans leur processus de transformation, permettent qu'on devienne un pays neutre en matière de climat jusqu'à l'horizon de 2040. Si la donne, c'est bel et bien, on veut continuer à produire de l'acier, à avoir une industrie automobile, eh bien, il faut que toutes ces industries maintenant soient neutres en matière de climat. Une délocalisation dans un monde qui est relié en réseau, ce n'est pas une solution. Donc, un pays industrialisé doit être en mesure de traverser des changements. Il faut tenir compte du facteur de neutralisation de CO2. J'ai toujours eu l'idée que aussi les États-Unis étaient sceptiques par rapport à cette initiative de l'Union européenne. Mais le chargé en matière de questions climatiques des États-Unis m'a confirmé que les États-Unis réfléchissaient aussi par rapport à cela, à l'importation de l'acier. Là aussi, il faut que l'on tienne compte du facteur CO2, le CO2 produit dans le processus de fabrication d'acier. Si on transforme tous ces processus de manière à ce que l'on tienne compte des besoins en matière de protection climatique, ça peut être une contribution pour une politique de l'extérieur en matière de climat. Cela va être une tâche pour l'Alliance transatlantique, pour l'Allemagne, pour l'Europe, mais il faut aussi qu'on s'engage pour le multilatéralisme. Il faut que l'on ait des institutions fortes. Il nous faut, au cours des 70 ans, cela a été souvent dit, il faut toujours que ça soit remis à jour, et une réforme des Nations Unies et un renforcement des Nations Unies. Bien sûr, on a vu lors de la pandémie que ça serait bien d'avoir une organisation de commerce international forte. Et mon pays, first, ce n'est pas la bonne attitude. Il faut un renforcement du multilatéralisme, un renforcement des relations de commerce international. Il faut que ça soit tout en haut de l'agenda pour la nouvelle décennie. Voilà, j'ai parlé de l'hydrogène. Là, il y a aussi l'opportunité d'intégrer les liens en matière de politique étrangère, que l'on trouve une stratégie conjointe par rapport à cela. L'Allemagne ne peut pas fabriquer tout l'hydrogène nécessaire pour devenir neutre en matière de CED. Donc, il faut que les riverains de la Méditerranée, tout ce qui a été désigné par le terme de la politique de voisinage, il faut les réagencer, il faut aider les nouveaux États pour que on puisse quitter le charbon, le CED. Donc, du point de vue géostratégique, ça va être une approche importante en matière de politique de climat. C'est une bonne approche et cela permet d'avoir des nouveaux liens politiques d'une toute autre qualité par rapport aux rapports internationaux. Cette politique de voisinage avait l'idée suivante: les États qui ne peuvent pas devenir membres de l'Union, eh bien, pour ces États-là, il faut que l'on crée une possibilité pour qu'ils puissent participer au marché, au système juridique, au système d'échange de savoir, de sorte que tout autour de l'Union européenne, il y ait tout un cercle d'amis, un cercle d'États qui s'engagent pour la paix dans le monde. Et cette stratégie, elle s'est un peu enlisée avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie.
On a à l'heure actuelle des liens très étroits. En Libye, nous avons une situation, nous savons que c'est important pour l'Europe et pour le monde. Et les développements en Turquie, au Liban, en Syrie, eh bien, là aussi, ça touche toujours à la sécurité européenne. Donc, cela vaut bel et bien la peine de tout faire pour stabiliser, pour encourager les démocraties, les systèmes démocratiques, notamment dans les pays qui sont riverains de la Méditerranée. Ces jours-ci, on parle beaucoup de l'Israël. L'attitude de l'Allemagne est claire. C'est une partie de notre raison d'État. Il faut qu'on s'engage pour la sécurité de l'État d'Israël. Et cette phrase, ça signifie que si on s'engage pour cette sécurité et si on a besoin de l'aide de l'Allemagne, il faut que l'Allemagne octroie l'aide demandée sans qu'il y ait tout ça sans réserve. Nous sommes donc du haut côté de l'Israël s'il le faut et ensemble avec les autres Européens, on aimerait contribuer à un processus de la paix dans le Proche-Orient. Pas seulement la Palestine, l'Israël, une solution de deux États, mais une solution pour tout le monde arabe. Beaucoup de pays ont entamé des liens avec l'Israël. C'est un saut qualitatif pendant toutes ces nombreuses années de conflits. Si cela est résolu, tous les autres conflits qui vont bien au-delà de ce conflit d'origine, maintenant on peut résoudre, et là aussi, on peut résoudre les conflits qu'il y a. Et là aussi, agir conjointement avec les États-Unis, c'est la bonne approche. Il y a l'espoir qu'un accord avec l'Iran va à nouveau voir le jour et aussi avec la Chine. Il faut qu'on puisse contribuer à la non-prolifération des armes nucléaires. C'est un espoir qui à nouveau devient de la réalité si il y a les États-Unis qui nous accompagnent sur ce chemin. Davantage de cette coopération, c'est ce qu'il faut pour notre politique étrangère de la République fédérale d'Allemagne. Donc, c'est un changement d'époque. Il y a les constantes de base de notre politique de l'extérieur depuis la fondation, depuis la création de l'État. L'intégration à l'Ouest, contribution pour l'amélioration sécuritaire dans le monde. Donc, il faut trouver la réponse aux nouveaux défis, aussi du point de vue structurel, du point de vue du contenu, et tout ça avec le même engagement, la même passion. On peut le dire ici, comme l'avait dit en 1949 Konrad Adenauer, la République fédérale d'Allemagne. Il faut qu'elle soit mise dans une nouvelle direction, pas entre les mondes, vers le monde occidental. Aujourd'hui, c'est un consensus de la politique extérieure. Nous avons besoin de ce consensus pour les nouveaux défis qui, à l'heure actuelle, sont devant nous. Un grand merci, Monsieur Lachette. Beaucoup de points intéressants dans votre discours. Nous avons maintenant une demi-heure pour en discuter. La Fondation Konrad Adenauer a demandé à sa communauté à demander des réactions par les canaux des médias. Je vais vous poser toutes ces questions moi aussi. J'ai l'une ou l'autre question à vous poser. Si vous voulez participer sur Twitter, je vous invite à tenir compte des deux hashtags KAS pour la sécurité, donc en anglais FOUR, ou bien pour la conférence Konrad Adenauer. Donc s'il vous plaît, veuillez discuter sur les canaux. J'aimerais vous poser quelques questions de journalistes. Donc, un Conseil national de sécurité, c'est aussi une demande a été aussi soumise par les Américains à l'Allemagne, à l'Europe. Comment il faut le mettre en place? On le connaît déjà du point de vue du Conseil fédéral, mais qui n'est pas vraiment un organe permanent. Il faut être situé au niveau de la chancellerie, il doit définir les crises et défis les plus importants actuels. Ça peut également comprendre, par exemple, la crise de Corona ou autre. Et puis, les acteurs les plus importants doivent être pris en compte, non seulement les ministres-présidents des LNR, mais tous ceux qui sont concernés doivent être consultés. Et nous avons besoin des services de renseignement qui doivent ensuite, justement, concevoir la stratégie qui aussi prend en compte le Bundestag. Le Bundestag, vous le savez, est
toujours justement demandé, en ce qui concerne aussi les missions extérieures de l'armée fédérale. Mais nous avons un rôle exécutif très important au niveau du Bundestag, mais cette stratégie permettra également d'adopter la stratégie justement sécuritaire. Et c'est le Conseil de sécurité nationale qui doit le développer, à savoir le Bundestag a le droit de discuter sa stratégie, mais il n'a pas le droit de la changer. Eh bien, je pense que tous les partis qui auront la majorité soutiendront toujours ce Conseil et donc le gouvernement. Donc, ça fera partie justement de leur rôle. Eh bien, en tant que futur chancelier, et le rôle du Bundestag sera mis en questionner alors. Eh bien, là, le rôle du Bundestag est certainement aussi très important à l'avenir. Et je suis sûre et j'ai confiance que le Bundestag futur conservera non seulement des compétences qui existent déjà, mais participera aussi au développement de ce type de stratégie. Je passe maintenant aux questions collectées par la Fondation Konrad Adenauer. Une première question, Konrad par email. Il s'agit de 2 questions en fait. Je passe à la première question. Comment analysez-vous la politique de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine et l'Union européenne, et qu'est-ce que vous changerez dans la politique actuelle de l'Allemagne et l'européenne vis-à-vis de la Russie? Je ne changerai rien par rapport à la politique actuelle de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie, car c'est une relation, je commence avec le conflit avec l'Ukraine, dans le cadre duquel, grâce à l'initiative de coopération franco-allemande et puis aussi dans le cadre de le format de Normandie, on a trouvé une très bonne sortie de la tension, disons, de conflit. En fin de compte, on n'a pas encore un succès, mais le grand conflit, à savoir la guerre, a été évité. Et cette à la Russie maintenant aussi de respecter ses obligations qui sont basées sur le format de Normandie. Et pour le reste, la Russie est donc un voisin de l'Europe et aussi pour beaucoup de questions, un partenaire où on pourra faire plus, où justement les Américains veulent lancer aussi une nouvelle initiative qui tient compte de la Russie, mais dans certaines questions, j'ai mentionné les pays baltiques qui perçoivent la Russie comme une menace. Et là, il faut réagir en tant qu'Europe, en tant qu'Allemagne. Je repose la question. Il y a eu aussi beaucoup de troupes russes sur la frontière avec la Crimée et à la frontière avec l'Ukraine. Eh bien, ce n'était pas du tout rassurant, mais rien n'a enduit la guerre, une nouvelle situation. Évidemment, l'occupation de la Crimée n'est pas reconnue par le droit international. Donc, en ce qui concerne la situation à l'ouest de l'Ukraine, eh bien, il faut trouver un accord pour un retrait des troupes russes. Et comment cela peut être mis en œuvre? Eh bien, c'est en pleine négociation de manière très complexe au sein du format de Normandie. Il faut prendre des étapes l'une après l'autre, mais l'attitude allemande et européenne doit être claire. Ce conflit doit être fini, être terminé, surtout puisqu'il est apporté vers l'Ukraine de l'extérieur. Deuxième question concernant du Nord Stream 2. Quelle est votre attitude par rapport à Nord Stream 2, surtout dans le cadre de la politique climatique européenne-allemande? Eh bien, aujourd'hui, Nord Stream 2 est le coupable pour tout. C'est utilisé comme un moyen de pression vis-à-vis de la Russie pour justement aussi dans le cadre des objectifs climatiques. Et en fait, la chancelière l'a déjà très bien défini. Le molécule du gaz naturel
il peut être transporté d'une manière ou d'une autre, par la mer, par la terre. Et ce gazoduc est un moyen de transport économique en plus. Et si c'est possible, eh bien, il faut le défendre. La question qui se cache derrière, c'est que, alors, quels sont les effets géostratégiques pour l'Ukraine s'il n'y a plus de transport par la terre via l'Ukraine? Est-ce que la sécurité de l'Ukraine est en danger? Et dans ce sens-là, l'Allemagne et l'Union européenne doivent s'assurer que la sécurité énergétique de l'Ukraine est assurée, qu'il n'y a pas de mise en question sécuritaire en général de l'Ukraine par la Russie. Voilà pourquoi je suis pour le fait que le gouvernement adopte ce projet. Annalena Baerbock, la candidate de la chancellerie des Verts, s'est énoncée de plusieurs fois de manière critique dans les médias allemands. Et elle a dit cela ne peut pas être mis en service. Si une coalition entre la CDU, les libéraux et les Verts se font, dans quel sens cette question sera débattue et difficile? Oui, ça dépend, mais c'est pas on ne peut pas donner une réponse négative au niveau de la politique sécuritaire extérieure. Eh bien, on peut se demander combien de gaz doit être consommé. Mais si on veut justement faire en sortie du charbon, de nucléaire, etc., eh bien, on aura besoin du gaz naturel comme technologie intermédiaire. Je crois que dans le cadre de la transition énergétique, je vois plus de besoin supplémentaire de gaz naturel. Eh bien, Madame Annalena Baerbock a dit qu'on peut aussi arrêter la mise en service de ce gazoduc du point de vue juridique. Mais j'aimerais lui demander pourquoi il faut arrêter cette mise en service. Si vous ne voulez pas du tout acheter du gaz de la Russie, on peut dire oui. Elle dit que via Nord Stream 2, non, mais on peut quand même transporter le gaz naturel via l'Ukraine. Donc, je vais le débattre avec elle s'il y a lieu de débattre sur une coalition gouvernementale. Eh bien, si on trouve un accord, c'est tant mieux. J'en passe maintenant à la question de la Chine. Là encore, une question via email vers Rodrigue Yoshi. Il y a deux questions. Tout d'abord, une question qui s'adresse à M. Lamert, une question très large. Comment définissez-vous votre stratégie générale vis-à-vis de l'Asie en tant que CDU? On ne connaît pas encore le programme du parti de la CDU, mais est-ce qu'on peut le voir comme messieurs Lachette l'a formulé? Eh bien, la Fondation Adenauer n'est pas responsable du programme du parti de la CDU, mais vers une attitude de la Chine, oui. En Chine, nous travaillons dans une situation, des conditions beaucoup plus restreintes que dans un très grand nombre d'autres pays partenaires. Et cela vous montre très clairement déjà que nous n'avons pas la même compréhension, la même idée démocratique et non plus la même idée de la signification de la société civile et des organisations de la société civile. Voilà pourquoi nous concentrons notre travail en Chine, généralement sur l'observation des développements économiques, politiques, social, écologiques, etc. Et notre contribution, comme certainement d'autres fondations politiques le défendent aussi, c'est la collecte et l'analyse des données pour les soumettre aux décideurs qui doivent ensuite poser des questions, prendre des décisions. Eh bien, la question qui concerne l'Asie va encore beaucoup plus large. En même temps, nous avons de la chance et de la malchance. Nous avons des situations très diverses à divers endroits
dans diverses régions et au niveau de la perception des différences que la gestion de la situation se pose, là, le travail de la Fondation et la politique doivent tenir compte. La deuxième question du Midori de Roshoshi concerne également la région Pacifique et l'Asique. L'Afrique de Bavière sera donc envoyée dans cette région. Comment l'Allemagne veut gérer la politique d'expansion de la Chine? Je vais encore plus loin, monsieur Lachaise. Est-ce qu'il faut plus de frégates de ce part, encore plus de ce type de politique? Eh bien, c'est un élément de la politique vis-à-vis de la Chine, aussi l'impact géostratégique dans la région Pacifique et d'en tirer des conséquences. Les ministres de l'extérieur l'ont dit, formulé très bien. Eh bien, nous sommes des partenaires, nous sommes des concurrents, etc. Évidemment, des partenaires économiques très importants, très pertinents. Ils sont aussi des concurrents car la compétition économique a lieu et des rivaux aussi au niveau de notre conception de l'image humaine et aussi de la démocratie, surtout en ce qui concerne la Chine. Et je crois qu'ils ont certainement sur place les meilleurs indicateurs. Comment on peut, pour justement voir dans quel point un pays est libéral, ouvert, etc., démocratique. Voilà pourquoi je trouve l'envoi de la frégate Bayern très importante. Il y a aussi les lignes directrices du gouvernement fédéral qui jouent un rôle dans ce cadre, qui vont bien au-delà du gouvernement actuel et avec lesquels je suis totalement d'accord. Je voudrais approfondir la question moi-même. Vous avez mentionné la politique entre l'UE et la Chine. On n'a pas réussi de signer un accord commun concernant la réforme du droit électoral à Hong Kong. C'est très controversé. La ratification des accords commerciaux avec le Hong Kong et entre le Hong Kong a été gelé. Serez-vous en pour la signature d'un tel accord très important pour la chancelière? Oui, il y a aussi un autre accord prévu avec la Chine et je comprends très bien le Parlement européen qui attend que des sanctions contre certains membres du Parlement européen seront abolies. Si on se respecte en tant que partenaire mutuel, on souhaite que la Chine bouge un petit peu et en même temps, là, je suis tout à fait d'accord avec l'opinion de la chancelière. Je reviens à la Hongrie. Comment faire pour que la Hongrie surmonte son attitude de blocage en ce sens? Eh bien, c'est un problème clé de la politique extérieure de l'UE qu'un seul pays peut utiliser son veto et que nous empêche d'être opérationnel. Je crois que petit à petit, nous devons venir plutôt aussi des décisions majoritaires aussi dans la politique extérieure étrangère. Je passe maintenant à l'armée fédérale et au budget de défense. C'est une question qui nous est arrivée via Instagram par Javel. C'est une question qui s'adresse tout d'abord à M. Lamarthe, à savoir les capacité d'intervention de l'armée fédérale. Comment s'assurer que l'armée fédérale soit suffisamment dotée des systèmes modernes et cela aussi au niveau européen? Comment aller plus loin? En fait, il y a plusieurs aspects dont il faut prendre compte, des aspects technologiques mais aussi finalement financiers. Et la question joue un rôle très important que Lamine Laschet a déjà mentionné quand il a parlé de la clause des 2% d'investissement, à savoir est-ce qu'on respecte réellement cette clause des 2% d'investissement dans le budget
de défense. Je crois que surtout à cause de la limitation efficace d'utilisation de nos budgets, nous avons besoin de plus en plus de solutions européennes. La parallélité de l'achat des moyens de défense est liée à nos ressources limitées. Et quand vous additionnez les différents budgets de défense et aussi leur signification limitée au niveau international, eh bien, il faut tirer cette conséquence. Une deuxième question qui s'adresse à vous, Monsieur Lachette. Comment pensez-vous, contrairement aux idées et aux chiffres du budget de défense, défendre ces moyens de défense? Eh bien cela dépend du nouveau budget qui doit être adopté par le nouvel Bundestag, mais il faut respecter le principe que jusqu'en 2024, nous sommes obligés de justement faire notre contribution dans l'Alliance Atlantique et je n'ai aucun moyen d'y dévier. C'est très difficile dans cette période où nous souffrons des conséquences de la pandémie. Il faut respecter la règle d'or d'endettement et où, à mon avis, il faut aussi éviter d'augmenter les impôts. Et nous allons déjà dans la prochaine législature avec les décisions que nous prenons actuellement. J'en suis conscient. Mais l'opérationnalité, l'équipement de l'armée fédérale doit être à un certain niveau respectable. Je reviens, et cela comprend aussi un conflit, potentiel conflit avec un partenaire de la coalition vert potentiel, Annalena Baerbock, justement, remet en question ces 2%. Est-ce que vous, en tant que élu, vous diriez plutôt, eh bien, on pourrait d'abord voir si on aura assez de budget et puis ensuite augmenter nos armements? Je ne sais pas comment elle a formulé, mais si on dispose d'une armée fédérale, elle doit être tout simplement équipée pour qu'elle soit opérationnelle. Il y a des doutes actuellement si l'équipement est vraiment suffisant pour qu'elle remplisse ses missions. Et si on, dans son accord, a des mandats internationaux au Mali, en Afghanistan, sur le littoral du Liban, etc., eh bien, l'opposition peut dire non. Mais si justement, si on donne l'accord à ces mandats internationaux, il faut donner les moyens à l'armée fédérale pour être opérationnelle sur le terrain. Et c'est quelque chose qu'on peut certainement négocier aussi dans le cadre d'une nouvelle coalition. Une autre question encore? Non, la question était de savoir est-ce que vous serez d'accord avec un nouveau calcul de ces 2%? Mais bien, il faut bien analyser de quoi on parle. Évidemment, ce pourcentage est défini parce qu'on a on veut reconnaître les différentes forces économiques des différents pays. Un pays moins fort au niveau économique que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Estonie, autres, doit également faire sa contribution. Et l'Allemagne est finalement un pays économiquement très fort. Et voilà pourquoi je pense que le PIB est une base de calcul très importante et justifiée tout à fait pour l'Allemagne. Une autre question à vous, Monsieur Lamert. Je voudrais revenir à un point mentionné dans le discours liminaire de Monsieur Lachette. Il a mentionné que l'Allemagne doit être plus fort pour discuter, montrer plus de volonté de discuter des question de la sécurité et de la sécurité extérieure. Comment, dans le débat public, on pourrait aussi mieux ancrer cette idée de la stratégie d'une force de la sécurité extérieure? Eh bien, il faut se dire que nous sommes en même temps des profiteurs et des victimes d'une histoire économique propre et aussi en tant qu'allié de l'OTAN. Et
la plupart de la population allemande pense que aujourd'hui que c'est tout à fait normal de vivre dans la liberté, la démocratie et dans un état de paix avec tous les voisins. Il faut toujours le rappeler, c'est plutôt une exception historique, pas la normalité. Demandez aux Estoniens, Polonais, aux Ukrainiens, aux Lettoniens, au niveau historique, biographique, ils ont une perception tout à fait différente du danger. Donc, c'est aussi, d'ailleurs, aussi la mission de fondation politique de combler cet écart dans une histoire biographique pour rappeler à des leçons historiques apprises, car tel que la République fédérale d'Allemagne a heureusement appris des leçons traumatiques du début du XXe siècle, nous devons non pas quitter ou oublier ces leçons apprises parce qu'ils ne font pas partie de notre biographie propre. À l'inverse, on pourrait dire d'ailleurs aussi quelle pertinence les questions de santé peuvent avoir sont juste conscients dans l'esprit des Allemands depuis quelques mois seulement qu'on n'a pas connu avant la pandémie. Par exemple, les compétences en matière de santé au niveau de l'Union européenne sont posées pour la première fois au niveau européen. Voilà pourquoi des situations de risque changent complètement la perception des risques et aussi tout ce qui est lié à cela. On passe maintenant à une question qui nous occupe beaucoup ces derniers jours. Le conflit au Proche-Orient et la question qui nous vient via Facebook est claire. Qu'est-ce que l'Allemagne peut faire pour une paix en Israël? Donc, il faut d'abord analyser de très près ce dont nous avons eu besoin ces derniers jours. À cause de l'agression très clairement issue de la Hamas, eh bien, la réaction d'Israël était la seule réponse juste. Il y a beaucoup d'analyses de l'histoire de l'Israël depuis l'État d'Israël, le processus de Camp David, les accords d'Helsinki, etc. On pourrait parler beaucoup du conflit du Proche-Orient. Et évidemment, on peut aussi critiquer l'Israël qui était souvent justifié, mais ce qui se passe depuis 2 semaines en Israël, à savoir l'attaque avec des missiles de l'Israël sur le territoire israélien par une association terroriste, non pas par un État, eh bien, il faut s'en rendre compte et il faut le formuler sans réserve. Et heureusement, cela a fonctionné. Évidemment, il y a aussi des controverses au sein de la politique allemande. Deuxième point. Derrière, il y a aussi le conflit au sein de la population palestinienne, à savoir Abbas, par exemple, qui est devenu plus faible. C'est aussi un conflit au sein des territoires palestiniens. Et la troisième question qui a été aussi débattue avec le Premier ministre italien Netanyahou et avec le président américain, lesquels doivent être les objectifs des mois à venir en Israël. Il faut travailler, à mon avis, sur une solution des 2 États pour justement surmonter ce conflit, pour développer des perspectives communes dans cette région. Pendant des décennies, c'était le grand conflit et la raison d'un grand nombre de conflits dans le monde, mais on voit aussi qu'autour d'Israël, le monde change massivement. Par exemple, en Syrie, l'État islamique est un tout nouveau danger, et donc et ça sera aussi dans l'intérêt d'Israël de surmonter ce conflit pour justement se consacrer à des autres questions de sécurité à l'avenir. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour l'Allemagne? Donc, quand l'Allemagne renforce l'organisme de l'autorité palestinienne et qu'est-ce qu'elle peut faire en liaison avec Netanyahou? Eh bien, les pourparlers ont lieu. On renforce aussi avec les moyens financiers non seulement le travail de
l'autorité d'autonomie des Palestiniens, mais aussi au niveau humanitaire pour justement stopper aussi cette crise humanitaire. Quelle voie diplomatique doit être prendre? Et bien, je crois qu'on ne peut pas donner, et devrait donner des conseils à un gouvernement sur place, mais on devrait justement les soutenir. Vous soutenez toujours de nouveau que vous êtes un politicien réaliste. Et dans quelle mesure pensez-vous que M. Laschet, le politicien réaliste, peut justement croire dans cette solution en 2 États? Au niveau du Camp David, on aurait pu dire que qu'Israël était presque prêt de rendre près de 90% des territoires aux Palestiniens. Et ensuite, la deuxième, la troisième intifada ont été lancées. Eh bien, on a fait marche en arrière. On est revenu à zéro. Et actuellement, aussi bien à l'Israël que dans les territoires masriens, eh bien, il n'y a pas assez de forces qui promeuvent justement cette solution des 2 États. Je voudrais consacrer la dernière minute à l'Europe. Qu'est-ce que vous souhaitez? Plus d'étapes d'intégration? Ici, oui. Lesquelles? Eh bien, le processus, d'en parler pendant 1 minute, c'est très peu, car je suis très passionnée sur ce sujet. Le 9 mai, le processus vis-à-vis l'avenir de l'Europe a été lancé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et par le président français Emmanuel Macron. Il faut se demander quelle Europe nous voulons, quelle étape. Je l'ai déjà décrit, le monde tel que je l'ai décrit a besoin d'une Europe plus forte et à mon avis cela doit aussi se révéler dans des changements de contrat. Et je crois que une constitution européenne montrerait plus à quel point l'Europe peut être proche du citoyen. Il y a un grand nombre des idées du président français pourraient justement devraient être soutenues les prochaines années pour être intégrées dans le processus européen. Je reviens au fonds de recouvrement européen. Eh bien, non, on va pas en parler. Donc, pas d'étape d'intégration vers un endettement commun. Eh bien, là, vous m'avez mal lu, mal compris. Dès la première seconde, j'ai dit que c'est un saut quantique que nous faisons. Nous ne seront forts en tant qu'Allemands après la pandémie si les autres sont forts aussi. C'est un apprentissage, une leçon de base. L'Allemagne sera forte si Portugal, la Grèce et tous les autres sont forts. Voilà pourquoi le fonds de recouvrement est justement le moyen né de l'initiative d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron et qu'il faut maintenant intégrer dans la planification financière ces prochaines années, pour la prochaine dynamique, non pas pour combler les trous, mais justement pour créer une nouvelle dynamique, point. Deuxième question. Est-ce que je suis pour avoir une dette commune à long terme? Je dirais non. Ça, c'est une réponse claire et une conclusion très claire. Merci pour des réponses très claires à tant de questions. Merci à toutes les questions que vous avez posées, qui étaient très adaptées à ce que vous avez dit, il me semble. Et nous allons certainement continuer ces discussions par la suite. Donc, merci de mon côté. Merci à vous deux. Voilà. Oui, juste les remerciements en général. Je n'ai rien à ajouter à cela. J'attire votre attention sur le fait que demain, on poursuit la conférence avec les 2 centres de gravité, les liens transatlantiques et après l'Afghanistan. Et donc, tout cela demande plus d'attention de nos jours. Le discours de M. Laschet cet après-midi l'a démontré une fois de plus.